Je vous remercie d'être là. Avant de commencer, du coup, est-ce que quelqu'un connaît la référence qui est cachée dans le titre? Visiblement non, vous ne devez pas avoir d'enfant. On va parler de la Patte Patrouille. Alors la Patte Patrouille, c'est quoi? La Patte Patrouille, ça raconte l'histoire de Ryder. Vous êtes bien assis, hein, j'espère. Un petit enfant de 10 ans qui vit à peu près seul avec une équipe de 6 chiots parlants. Alors là, on en a 7 parce qu'on a Everest qui est un rajout, mais les 6 autres, en fait, c'est, on va dire, la core team de la Patte Patrouille. Donc la Patte Patrouille, qu'est-ce qu'ils font? Ils font En fait, ils vivent dans la Grande Vallée et ils répondent, ils font différentes missions qui vont du sauvetage de personnes à récupérer un sac à dos qui a été oublié. Donc pour ça, la Patte Patrouille, ils ont une série de véhicules qui correspond au métier exercé par le chien, représenté en tout cas par le chiot. Et donc vous voyez par exemple, on a le chiot BTP hein, en jaune, le chiot policier en bleu. Et donc il y a toute une série de véhicules, donc par exemple le Patte Patrouilleur pour se déplacer sur des plus grandes distances. Le Patte Patrouilleur des mers, je ne vous fais pas un dessin. Le Patte Patrouilleur, alors je suis plus sûr du nom, mais c'est le Patte Patrouilleur des airs, même remarque. Et tout ce monde-là se retrouve à la tour de contrôle, donc le QG de la Patte Patrouille. Le problème, c'est que sauver du monde, c'est bien, mais vous connaissez tous le contexte, l'inflation, l'augmentation des croquettes, du carburant. Donc la Patte Patrouille, elle s'est dit quand même, on va peut-être finir par facturer. Et pour facturer, il faut faire un suivi. Donc ils m'ont demandé de faire un petit soft pour suivre les différentes missions et plus tard facturer tout ce beau monde. Donc Ryder m'a donné les clés de la Patte Patrouille. Alors moi, qui c'est donc Adrien Mouchardon. Je suis à la base développeur Java, plutôt Java. Alors j'ai effectivement une appétence pour le front. J'ai fait notamment, il y a longtemps, pas mal de jQuery. Mais j'ai quand même plus une tendance à faire du back en Java. Donc je fais partie de l'IPON de l'agence de Bordeaux, mais je suis originaire de la plus belle ville de France, vous aurez reconnu, Châteauroux. Vous n'étiez pas censé rire. Du coup, Patte Patrouille, rassemblement. Donc pour cette mission, j'aurai besoin de Chase. Avec toi, on va introduire donc les différentes notions, Svelte, SvelteKit, et on va mettre en place des règles, enfin, mettre quelques petites remarques sur le déroulé de la présentation. Ensuite, avec Stella et son hélicoptère, on va faire une vue d'ensemble de l'application. Donc, je vais vous montrer 2-3 écrans pour que vous ayez un peu une idée de quoi ressemble l'application. Puis ensuite, avec Ruben, nous parlerons routing. Donc, ça va être la grosse partie de cette présentation. Donc, routing apporté par SvelteKit. Avec Marcus, le chien pompier, on va parler sécurité et ce sera en fait un prétexte pour évoquer les stores. Enfin, avec Rocky, le chien recycleur, nous verrons toutes les petites parties qu'on n'a pas pu classer dans une plus grosse. Et puis ensuite, on conclura, et je m'excuse d'avant pour Zuma, mais dans un projet informatique, on n'a pas besoin de chien marin. Désolé. Donc, pour commencer, on va parler de Svelte. Svelte, c'est quoi? C'est un compilateur JavaScript. Donc, je pense que tout le monde ici est à peu près au courant connaît à peu près Svelte. Donc, compilateur JavaScript, au départ, ça peut étonner. Mais le principe, c'est que contrairement à un framework de type Angular, par exemple, où on va embarquer au build tout ce que propose Angular, même ce dont on n'a pas besoin, Svelte ne va embarquer que ce que notre application utilise dans son code. Donc ça permet d'avoir une application, enfin un build qui est beaucoup plus léger et qui va démarrer plus vite. Donc ça a été créé en 2016 par Rich Harris, qui à l'époque était au Times, je crois, au Guardian, et qui avait déjà donc à son actif d'autres frameworks. Et on en est actuellement à la version 3, donc qui est sortie en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et le motto de Svelte, même si je n'ai pas réussi à le retrouver dernièrement sur le site officiel, je sais que pendant un moment c'était Write Less, Do More, où le principe c'est de dire en fait plus ou moins le contraire, c'est qu'on va faire autant de choses que les autres, mais en écrivant moins de code. Oui.
Et comme à peu près tous les frameworks JS, il promet d'être hyper réactif. On verra si c'est le cas. Alors, un exemple de composant Svelte simple, vous voyez, moi, je sais que quand j'ai découvert Svelte, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à du code, finalement, JS à l'ancienne, si je puis dire, vanilla. Donc, on a une balise script, une balise où on peut mettre du style, donc on voit qu'on peut utiliser même du TypeScript et donc du Sass, et derrière, on ajoute le HTML presque comme si on codait une page HTML classique. Donc, dans cet exemple, j'ai une liste de chiens, donc les chiens de la patrouille. Et donc j'affiche une liste à partir de, enfin une liste à puces à partir de cette variable. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous avez beaucoup d'informations sur le web. Je vais faire mon corporate. Je vais vous donner des liens qui sont sur le site de Hippon. Le premier, c'est un article de Florent Berger qui présente Svelte. Alors, il est un peu ancien, donc il y a des choses qui ont un peu changé, mais il fait un tour d'horizon de Svelte, de ses principales qualités. Et le deuxième, qui est en toute objectivité, selon moi, le meilleur article du blog d'Hippon, par un certain Adrien Bouchardon, et qui essaye de voir si Svelte remplit sa promesse de réactivité, de légèreté et de writeless do more. En le comparant à une appli Angular, une checklist. Alors SvelteKit autour de ça, donc qu'est-ce que c'est SvelteKit? C'est un framework basé sur Svelte. Donc je crois que c'est dans mon article que je disais qu'il manquait justement par exemple du routing dans Svelte, et ça apporte ce genre de choses. Donc il s'appelait enseignement Sapper. Florian en parle à la fin de son article que Sapper était à l'époque en train d'être développé, mais finalement en octobre 2020, les développeurs de Svelte ont décidé de reprendre tout à zéro plus ou moins, de se baser sur Sapper et de lancer le développement de SvelteKit. Et la version finale, la version 1.0 a été publiée en décembre 2022. Donc comme je vous le disais, non ça je vous le disais pas, pardon. Svelte est propulsé par Vite, donc qui est un système de build qui promet de développer des applications plus rapidement, de manière plus réactive. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il apporte notamment du routing et aussi une grosse partie qui est le server-side rendering, c'est-à-dire que vos pages sont d'abord pré-mâchées, si je puis dire, côté serveur, pour avoir finalement que l'essentiel quand on l'envoie au client, ce qui permet d'économiser de la bande passante, de gagner aussi en temps de chargement, en tout cas en réactivité. Et puis ça apporte bien d'autres choses, on en verra une partie tout à l'heure. Alors quelques petites remarques avant de commencer. Alors dans le cadre du projet qui accompagne cette présentation, j'ai créé une appli en JHipster. Je ne sais pas si ça vous parle, JHipster, c'est un système de génération de projets qui est développé, qui a été créé et qui est toujours développé par Hippon. Et en gros, ça permet on définit un système de données, donc tous les liens, les différentes données qui composent votre application. Et ensuite, on a une petite configuration pour choisir différentes options. Et ça va générer non seulement un back en Java Spring, mais en plus un front dans une technologie du choix. Alors la dernière fois que j'ai regardé, on avait le choix entre Angular, React ou Vue. Donc moi, dans mon cas, j'ai choisi Angular, tout simplement parce que, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais sur les technologies front, j'ai vraiment, c'est la technologie sur laquelle j'ai le plus d'expérience, en tout cas professionnelle, même si je reconnais que ce n'est pas forcément la technologie qui est la plus adaptée pour comparer à SvelteKit. Et du coup, on va essayer de voir, via cette présentation, si SvelteKit est à la hauteur, si on peut reproduire finalement le même genre d'application qu'avec donc des technologies telles qu'Angular. Il y a quelques capacités serveurs qui sont permises par SvelteKit, qui permettent notamment de créer simplement des API REST
via le routing. Cette partie-là, je ne l'avais pas exploitée parce que j'ai préféré me concentrer sur le front. Donc le back sera complètement fait on va utiliser exclusivement le back en Java Spring. Et puis on parle quand même de faire du back en JS. Je me respecte. Et une petite remarque aussi, j'ai commencé en fait la présentation que je vais vous faire là, c'est une version plus ou moins 2, une présentation que j'avais fait fin 2021. À l'époque, on était en bêta et entre-temps, ils ont publié, comme je le disais tout à l'heure, la version 1.0. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le routing. Ce qui fait que si vous allez voir le code, je vous donnerai les liens en fin de présentation, vous verrez des petits trucs un peu bizarres qui sont un peu des réminiscences en fait de l'ancienne API. Et puis enfin, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont assez spécialisés dans le développement front. Je suis qu'un petit développeur Java, donc s'il y a des trucs qui vous font un peu saigner les yeux, je vous prie de m'en excuser. Alors l'application, à quoi elle ressemble? Donc ça, c'est ce qui est généré par JHipster. Donc j'ai pris vraiment le projet généré par JHipster sans faire aucune modification. Donc on a une landing page, une page d'accueil, avec différentes informations, des liens vers différentes informations concernant JHipster. On a une petite bière d'authentification. Et puis j'ai développé deux parties, la partie dogs, donc qui va lister les chiens de la Patte Patrouille, et la partie client, donc pour les différentes personnes qui requièrent les services de la Patte Patrouille. Et à chaque fois, en fait, on va avoir donc d'abord une liste sur laquelle on va avoir différents liens, notamment pour voir, éditer et supprimer un élément. On a aussi la possibilité de créer un nouvel élément. Et si on clique sur une entité, on a les informations de l'entité. Donc, par exemple, là, on a les informations sur Chase. Et à partir de là, on peut aussi donc éditer ou créer une entité. Donc, pour rappel, voici à quoi ressemble la page d'accueil. On va venir directement sur ce à quoi j'ai réussi à aboutir. Aucune différence. Alors, blague à part, je me suis concentré vraiment sur les internals. C'est-à-dire que, on voit qu'il y a côté graphique, on est loin d'être pixel perfect, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est les internals. Là, si on voulait être vraiment comme la page créée par JHipster, c'est possible, c'est juste que j'ai préféré pas perdre de temps là-dessus. Donc, on passe au routing. C'est l'occasion de parler de la structure d'un projet ZKit. Alors là, je me suis concentré sur les sources, parce que comme dans tout projet, il y a tout un set de fichiers de configuration, mais c'est relativement classique, à quelques détails près. Donc sur cette structure, on voit notamment ce répertoire lib. Ce répertoire lib, c'est en fait une sorte de sucre syntaxique. On va y mettre par exemple, les composants qu'on va réutiliser sur plusieurs routes. Et ça nous permettra en fait de les importer en utilisant la notation, vous voyez à gauche. J'espère que vous arrivez bien à lire. Ouais. Donc en utilisant $lib, donc pour éviter d'avoir des points, slash, points, etc. Donc c'est, comme je disais, une sorte de sucre syntaxique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va se trouver sous le répertoire route et qui va permettre de gérer les différentes pages. Donc chaque page est un composant svelte. Je saute une étape. Oui, donc finalement, une page, on aura par exemple client dog, et la notation ici qu'on voit qui est un peu particulière, dog ID entre crochets, c'est pour dire que dog ID est un paramètre. Donc par exemple, si on veut aller sur le chien qui a l'ID 1, on pourra faire dog/1 et SvelteKit comprendra que le 1, c'est le dog ID qu'on cherche à afficher.
Donc, comme je vous le disais un petit peu prématurément, chaque page finalement est un composant Z qui suit une syntaxe précise, on va y revenir, sachant que tout fichier qui ne suit pas cette syntaxe est ignoré par le routing. C'est-à-dire que par exemple, si je mets un about.svelte, même un plus about.svelte, on ne pourra pas y accéder. Par contre, on pourra y accéder en tant que composant d'un... Par exemple, si je veux mettre about.svelte dans mon page.svelte, je peux tout à fait y accéder. Donc le premier, plus page.svelte, finalement, c'est ce qui permet d'afficher les informations de la page sur laquelle on souhaite consulter. C'est tout simplement un composant Svelte classique. Donc là, vous voyez, on retrouve la structure qu'on avait vue tout à l'heure. Il n'y a vraiment quasiment aucun piège. La seule petite particularité, c'est la notation qu'on voit, donc, qui est entourée en jaune, export let data. Sur un composant Svelte, hors SvelteKit, son utilité, c'est de dire, de créer un paramètre. Donc, par exemple, comme le paramètre src de la balise img. Donc, si on veut définir quelque chose comme ça, on utilise export let et le nom du paramètre. En SvelteKit, son intérêt, c'est de pouvoir récupérer les informations qui vont nous être finalement envoyées par SvelteKit sur les différentes informations qu'on aura récupérées de routing. Donc, par exemple, ici, on récupère l'identifiant du client qu'on veut consulter. Donc, la page que je vous montre, c'est un extrait de client/client-id, .page.svelte. Et donc, par exemple, on peut accéder à cette ressource en utilisant l'URL qui est affichante. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis que pour récupérer l'identifiant, on utilise /client-id sous crochet. Et là, on voit qu'on va chercher un client identifier. C'est une superbe transition pour vous parler de page.ts. Page.ts ici, sachant que, parce que j'ai l'habitude de travailler avec TypeScript, mais on peut très bien utiliser du JavaScript. Et dans ce cas-là, il faut utiliser page.js, tout simplement. Ce sera pareil pour tous les autres éléments dont on va parler. Donc, page.ts, c'est un fichier qui va être exécuté au moment où on va accéder à une route. Donc, par exemple, ici, ce page.ts peut exporter une fonction load qu'on voit là, et qui va récupérer donc différents paramètres du routing. Donc, par exemple, ici, on récupère le client ID qui aura été défini ici. Et derrière, donc, on peut soit envoyer des erreurs. Par exemple, là, si on cherche le client 404, on va avoir une erreur. On aura l'occasion d'y revenir. Mais si tout se passe bien, on peut retourner un objet. Et c'est cet objet qui sera retourné par le data qu'on voyait tout à l'heure, le export let data. Donc, c'est les différentes informations qu'on veut transmettre à la page. Donc là, j'ai récupéré juste l'identifiant, mais on peut très bien derrière faire complètement autre chose. Donc, avoir des pages, c'est bien, mais souvent sur le web, on a finalement une structure qui va se répéter. Et on va avoir, par exemple, un menu qui va être sur toutes les pages. On va avoir, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un petit ruban qui affiche l'environnement sur lequel. Et c'est là qu'intervient layout.svelte, donc qui est aussi un composant, en fait, qui permet de définir un cadre, une sorte de cadre pour qui serait justement toute cette partie graphique qui est en commun entre toutes les pages. Et pour ça, donc on définit on va créer ce cadre. Donc par exemple, là, moi j'ai ajouté le petit ribbon, la navbar, et on va utiliser donc le slot ici pour dire les composants Svelte qui utiliseront cette route ou les routes de la hiérarchie descendante devront s'exécuter dans ce slot. Donc là, on a l'exemple du layout.svelte racine, mais on peut définir un layout par répertoire. Donc, par exemple, ici, pour la liste, donc pour traiter les chiens, je me dis que j'aimerais bien mettre un petit en-tête pour vérifier où on en est. Donc, quand on affiche la liste des chiens, donc je mets un petit H2, dogs,
pour dire on est sur la liste des chiens. Donc, on va exécuter d'abord le layout racine, ensuite le layout de la page dog.layout. Pareil sur la page d'un chien, on a layout, pareil, une petite en-tête, et on voit bien donc qu'on récupère les informations qui étaient déjà présentes dans la liste des chiens, et ça jusqu'à l'édition d'un chien. Donc vous voyez, là on a ce en tête. Ça peut être, par exemple, là, on va pas se mentir, c'est moche. Donc Zelkit offre une notation assez pratique. En fait, il suffit de renommer le fichier layout. Donc par exemple, sur la page d'un chien, j'ai rajouté un petit arrobas juste avant le point svelte. Et ça, c'est pour dire, n'utilise pas les layouts par-dessus, va directement utiliser le layout racine. Vous voyez? Et donc là, ça marche, on ne voit pas le menu parce que mais on a bien le menu et derrière, on a juste dog page. Et pareil, en spécifiant arrobas et le nom du répertoire montant, le nom d'un répertoire montant, on peut dire utilise le layout de cette page. Sachant qu'on peut seulement, avec cette notation en tout cas, on peut seulement avoir les layouts de la hiérarchie ascendante. Il y a un système de groupe que j'ai pas réussi à bien faire fonctionner, donc je préfère éviter de dire des bêtises. Donc error.svelte, je pense que on devine tous à quoi il sert. Donc c'est finalement une sorte de landing page en cas d'erreur. Donc c'est toujours un composant Svelte. Donc celui-ci c'est celui racine qui va récupérer, qui va afficher les informations que l'on veut, qui va aussi pareil gérer le layout. Et donc par exemple là je suis allé sur une page qui n'existe pas, la /plop. Donc on a bien donc error page et puis les informations qui sont affichées. De la même manière, donc par exemple, si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que si on allait sur la 404, on renvoyait une erreur 500 sur le client 404. Et ça pour montrer qu'en fait, on peut aussi surcharger l'erreur.svelte. Donc si, donc dans le client, j'ai mis un error.svelte, on va dire personnalisé, ou tout simplement la seule chose en plus, c'est qu'il affiche for client. Et du coup, s'il y a une erreur qui est générée à ce niveau-là, ou en dessous, on va atterrir sur ce error.svelte. La seule exception, c'est les 404, où on arrive à la racine. Alors, j'ai pas parlé on a évoqué pas mal de choses. Le premier, c'est page.server.ts. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le page.ts, quand vous activez en tout cas le SSR, le server-side rendering, il est exécuté une première fois, il peut être exécuté côté serveur, et une fois que tout sera chargé, il sera exécuté côté client. Si on veut que le page.ts soit exécuté exclusivement côté serveur, on peut utiliser le page.server.ts, par exemple si on a besoin d'interroger une base de données. Et cette page-là ne sera exécutée vraiment que côté serveur. De la même manière, le layout, on peut définir un layout.ts avec les mêmes règles. Et tout à l'heure, je vous parlais des capacités serveur de la possibilité de créer une API. Et ça se passe au niveau du serveur.ts, où il va suivre finalement les mêmes règles que le routing. C'est-à-dire que si vous le placez dans Dog, pour interroger votre API REST, vous devrez interroger /dog. Mais encore une fois, ça, je n'ai pas exploré cette possibilité. Alors, au niveau de la sécurité, alors en Angular, si on veut, alors sécurité en termes d'authentification, si on veut gérer l'accès des utilisateurs à certaines pages, on a la possibilité de mettre des gardes. Donc il faut créer une classe particulière avec des fonctions bien précises et on peut y passer des datas. Sur SvelteKit, en fait, on va tout simplement utiliser la fonction load. Donc dans mon cas précis, je veux restreindre
l'accès à la création de chiens. Donc, j'ai rajouté une fonction ApplyGuard qu'on va voir juste après, et je lui dis à cette fonction, ne laisse passer que les personnes qui ont le rôle administrateur. Alors, ApplyGuard, la voici. Finalement, elle est assez simple, hein. Je récupère donc les informations qui m'ont été fournies en paramètres, et puis je fais mes vérifications. Donc là, je vérifie que parmi les rôles, on a bien celui qui est demandé. Si c'est le cas, je retourne l'objet, donc je retourne l'objet vide parce que là, pour l'instant, on n'a rien d'autre à lui dire. Mais si ce n'est pas le cas, on a une 403, et puis dans ce cas-là, on va être rerouté vers une page d'erreur, comme vous voyez tout à l'heure. Alors là, on va être sur on va passer sur une transition un peu pourrave. On voit ici la notion de account store. Alors, je préfère préciser une chose. Là, jusqu'à maintenant, tout le code que je vous ai montré, c'est du code qui est extrait du projet que j'ai créé dans le cadre de cette présentation. Là, sur les stores, en revenant sur la nouvelle version, avec l'expérience que j'avais prise, je me suis rendu compte que ma gestion des stores n'était pas terrible. Donc, j'ai préféré faire du code en fait décorrélé, c'est-à-dire que c'est du code vraiment créé juste pour la présentation. Alors, un store, c'est une notion qui n'est pas propre à SvelteKit, c'est une notion apportée par Svelte. Ça va être finalement un objet qui va permettre de gérer un état. Donc, de gérer un état et puis de réagir en fonction des différentes modifications de cet état. On a plusieurs types de stores dans Svelte. Le premier, c'est le readable. Donc, c'est un store auquel on va donner une valeur initiale, qui peut être d'ailleurs une fonction. Par exemple, si on veut mettre un timer qui va, par exemple, toutes les 10 secondes envoyer une valeur, on peut très bien définir ça. Et cet objet aura une méthode qui s'appelle un subscribe, à laquelle, donc, comme son nom l'indique, on va souscrire, et ensuite réagir en fonction des données qui nous sont envoyées. Le second type, c'est writable, qui est finalement comme un readable, sauf que la différence avec celui-ci, c'est qu'en plus, il a une autre méthode qui s'appelle set. Et il a une méthode aussi update, si je ne dis pas de bêtises, qui va permettre en fait de modifier la valeur de modifier la valeur du store, donc accessible de l'extérieur. Et enfin, la dernière, c'est derived. C'est pour faire finalement un store de store. Donc, il va prendre en paramètre un premier store et un callback qui va permettre de modifier qui va permettre d'émettre une autre valeur en fonction de la valeur reçue. Un exemple sera peut-être plus parlant. Donc là, par exemple, on a deux stores. Un premier, un writable, qui va émettre un username, et un uppercase username, qui lui est un derived qui va prendre le résultat et le mettre en uppercase et l'émettre. Donc, par exemple, on va afficher, là, on va vouloir afficher Hello Adrien, parce qu'on a donné Adrien comme valeur, et le derived, lui, va récupérer cette valeur pour l'avoir en majuscule. Comment ça fonctionne? La première partie, donc, c'est tout simplement la définition des stores. Donc, le premier, username store, c'est un writable. On donne une valeur initiale de chaîne vide. Et la deuxième, donc uppercase username store, donc c'est une derived qui va réagir en fonction de username. Et dès qu'on sort une valeur, et la valeur que lui va émettre, c'est celle-ci, mais en uppercase, donc en majuscule. Donc, on définit les variables qui vont recevoir le résultat. On souscrit au store. On dit, dès qu'on sort une valeur, on la stocke dans les username et username uppercase qui ont été définis par-dessus. À savoir qu'on enregistre le retour du subscribe, parce que derrière, il faut penser à unsubscribe, pour éviter en fait les fuites mémoire, parce que quand les objets vont être détruits, si on ne fait pas ça, en gros, on va avoir du code qui va être exécuté un peu pour rien, donc ça serait un peu dommage. Et puis enfin, on met une nouvelle valeur et puis on obtient le résultat voulu.
Je vous dis peut-être en voyant ça, alors peut-être pas parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde est déjà habitué à Svelte, qu'on parlait de writeless de mort. Là, on n'est pas vraiment dans le writeless. Heureusement, on a la possibilité d'écrire ça. Alors là, on a beaucoup moins de code, mais ça fait la même chose. Quelle est la différence? Donc on a toujours la création, donc on affiche toujours la même information. On a toujours la création qui ne change pas, mais la principale différence, c'est que pour l'affichage, on va utiliser cette petite notation. Donc quand Svelte détecte voit ce petit dollar, il dit « Ah, ça c'est un store ». Donc du coup, il s'occupe de souscrire, de réagir à la modification, donc à l'émission d'une nouvelle valeur, de le stocker. Quand on l'affiche, il fait l'affichage. Et en plus, il se désinscrit automatiquement quand on quitte, quand le composant est détruit. Non seulement ça, mais il est aussi assez intelligent, et ça c'est quelque chose dont je parlais dans mon article, c'est que si on utilise plusieurs fois username, par exemple dans différentes parties du code, lui il va pas se dire « Ah bah tiens, je vais faire 10 souscriptions » et puis il va faire qu'une seule souscription et à chaque fois il va utiliser la valeur comme il faut. Donc là du coup on gagne quand même pas mal en lisibilité. Alors dans un contexte SvelteKit, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les stores qui sont côté serveur sont partagés. C'est-à-dire que si je mets moi je suis Adrien qui va me connecter, mettre des différentes informations qui vont être stockées dans un store. Si on a Benjamin qui arrive et qui lui entre des informations, s'il récupère les informations du store partagé, il risque d'avoir mes informations à moi parce que le store sera stocké côté serveur. Ça peut être problématique. Déjà, au mieux parce que il ne va pas avoir les bonnes informations, au pire parce qu'il peut avoir des informations sensibles. Donc, ce qui est recommandé, et c'est un problème, voilà, ça peut être un problème aussi, voilà, au niveau du SSR, car comme je vous l'ai dit, le page.ts, il est exécuté d'abord côté serveur, et ensuite côté client. Et la partie serveur, c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des problématiques. Donc, ce qui est recommandé officiellement, c'est l'utilisation de l'API contexte de Svelte. Donc, comment ça fonctionne? Quand on va définir notre store, on va l'initialiser. Et on va utiliser l'API setContext pour le mettre dans un élément du contexte. Et derrière, donc cette contexte qui sert justement à la communication de base entre les composants. Et quand on va vouloir l'utiliser, on aura tout simplement à faire un getContext avec le nom du store, et puis on pourra l'utiliser ensuite de manière tout à fait classique, en tout cas pour les stores. Donc on passe maintenant à tout ce que j'ai pas pu classer dans une plus grosse partie avec notre chien recycleur. Les directives personnalisées. Si vous avez déjà fait du Angular, vous savez certainement, on peut créer des directives personnalisées, comme par exemple l'étoile JHIS et Authority. J'ai tendance à dire souvent quand j'explique la différence entre un composant et une directive, quand une directive, c'est un composant sans affichage. En fait, plus précisément, une directive, c'est quelque chose qui permet de modifier le comportement d'un composant, par exemple d'une valide HTML. Là, par exemple, avec JHI as a Authority, ce qu'on veut, c'est que le div ne soit pas affiché si la personne n'est pas, par exemple, admin. SvelteKit et Svelte, plus généralement, on va utiliser la directive UL. Donc, avec cette directive, on définit derrière une méthode à laquelle on va donner différents paramètres et qui va nous permettre de faire peu ou prou la même chose. Alors, la JHI as Authority, ça fait une fonction qui a quand même une signature un peu conséquente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle prend en premier paramètre donc l'élément HTML sur lequel elle a été placée. En second paramètre, qui n'est pas obligatoire, ce qu'on veut, donc par exemple ici, ce qu'on veut récupérer, c'est-à-dire les rôles qu'on veut
Donc on veut, je vais pas trouver le mot, excusez-moi. Enfin, les rôles, en tout cas autorisés pour l'affichage. Et puis derrière, vous voyez que on fait par exemple, si on n'a pas le rôle, on affiche, on cache la donnée. Si on l'a, on fait rien du tout au final. Et derrière, on se permet aussi de modifier le style, le gras du caractère. On peut retourner deux fonctions. La première, c'est update. Alors, je l'ai mis ici à titre d'exemple. Update, elle va être déclenchée quand ce paramètre-là va changer. Donc, dans ce cas-là, on ne veut pas forcément qu'elle change. Mais imaginons qu'on met un petit bouton pour dire, quand je clique sur le bouton, j'autorise tout le monde à afficher, même sans avoir le rôle admin. Donc, on efface ce truc-là. C'est cette fonction qui va être appelée. Et le distrol, pareil, qui est assez parlante. Quand l'élément qui porte la directive va être détruite. Alors les formulaires. Ils vont se reposer notamment sur deux directives, sur le système de binding. Donc, le binding, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, avec le préfixe bind de points. On dit à ce moment-là, c'est une sorte de bind bidirectionnel. Donc, dans notre exemple, là, dans l'input texte, si je modifie le nom d'un chien, il y a le nom, donc editedDog.name, qui va être modifié. À l'inverse, si programmatiquement, on a modifié ce nom-là, la valeur affichée dans l'input va elle aussi être changée en conséquence. Donc, on peut binder sur la value, et sur, par exemple, ici, le checked pour, je ne sais pas à quoi sert ce checkbox, ça fait un petit trou d'exemple. Et deuxièmement, le binding d'événements. Donc, par exemple, ici, au submit, on veut que la fonction save soit appelée, sachant qu'on a un petit modificateur on peut ajouter des modificateurs, par exemple prevent default, ici, pour éviter le rechargement de la page. Dans la première version de cette présentation, je vous disais, c'est à peu près tout. En fait, non. En naviguant dans la documentation, je suis tombé sur une partie fort intéressante qui s'appelle les form actions. Donc, j'ai pas eu le temps d'explorer plus en détail pour faire une partie à part, mais les form actions en fait vont permettre de définir des actions, par exemple login, qui seront appelées au moment où on validera un formulaire. Donc il y a cette partie-là, et ça va gérer aussi tout un système de validation des données. Donc, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps d'explorer plus cette partie-là, mais je vous engage à aller voir la doc officielle qui est assez bien faite. Alors, mais encore, donc, plein de choses qu'on n'a pas pu voir. Donc, je vous parlais juste à l'instant des form actions. Le pré-render, parce que on a la possibilité, alors je crois que c'est activé par défaut, si je dis pas de bêtises, quand on va survoler un lien, derrière, SvelteKit va aller récupérer la page qui est liée à ce lien. C'est pas très joli, mais je pense que vous comprenez le principe. Et il va permettre qu'au moment de cliquer, on aura déjà toutes les informations, et du coup, on gagne en réactivité. Donc ça, c'est désactivable, hein, évidemment. Toute une partie dont on n'a pas parlé, c'est la partie packaging. Donc quand on a fini notre code, on veut livrer ça. On peut vouloir le livrer sur des pages statiques, du HTML et du JS. On peut vouloir le mettre sur un serveur Node. On peut vouloir le mettre sur du Apache. Et SvelteKit propose un système d'adapteurs qui va... donc les adapteurs, c'est une sorte de plugin. Donc on va avoir un adapteur pour packager le code sous forme de fichier statique. Un adapteur pour transformer le code, pour le mettre sur un Node.js. Disons qu'il y a différentes formes d'adapteurs et vous avez juste à utiliser l'adapteur qui vous intéresse, à faire build et à peu près roule ma poule. Et évidemment, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas explorées, soit par manque de temps, soit parce que je ne les ai pas vues. Et sans doute plein d'autres surprises à venir dans le futur du développement de SvelteKit.
Alors en conclusion, est-ce que SvelteKit il assure? Oui. Donc parmi les bons points, on a vu, il a fait le job. Donc le projet que je vous ai présenté, c'est pas un projet qu'on packagerait vraiment en production parce que on était vraiment là en termes de démonstration. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a tout en main pour pouvoir faire une application finalement professionnelle solide et donc la passer en production. L'un des points positifs de SvelteKit, c'est finalement dans la continuité de Svelte. Alors c'est assez personnel, mais moi j'ai trouvé qu'il était quand même assez agréable à utiliser. Déjà parce que c'est du Svelte, et puis comme on l'a vu, ça ressemble quand même à du Vanilla JS, à du code finalement classique. Et SvelteKit reprend cet esprit. La configuration est minimale, vous avez vu qu'on a quand même fait pas mal, on peut faire pas mal de choses, notamment au niveau du routing, sans avoir à chercher à faire un fichier qui sera juste pour de la configuration. Et du coup, ça permet de facilement déployer des nouvelles fonctionnalités. Je l'ai évoqué de temps en temps, la documentation est très bien pensée. Autant pour Svelte que pour SvelteKit, les informations sont bien dispensées. Je crois d'ailleurs qu'il y a un projet de traduction de cette documentation par une certaine communauté francophone. Et puis SvelteKit est en constante évolution, donc on a souvent des nouveautés qui apparaissent et qui en ajoutent à la praticité. Alors là, j'ai mis un petit til pour dire on ne sait pas trop, la courbe d'apprentissage reste à préciser malgré tout, parce que j'ai pas, pour l'instant, c'est surtout des projets perso que j'ai fait. Donc on apprend très vite. Reste à voir si on arrive vraiment à devenir utilisateur avancé facilement. Donc ça, c'est à préciser chacun en pratiquant. Merci. Trop d'anglicisme tue l'anglicisme. Et du côté des inconvénients, quelques manques tout à l'heure. Alors, quand j'ai mis ça, je pensais au formulaire, parce que moi j'aime bien sur le côté Angular, la gestion des formulaires est quand même assez complète. J'ai pas eu l'impression de retrouver ça avec SvelteKit, mais encore, c'est à mettre au conditionnel par rapport au form action que j'ai évoqué tout à l'heure. Sachant que il est tout à fait possible d'utiliser des librairies externes. Il y en a de plus en plus, la communauté augmente constamment. Donc les manques de Svelte et de SvelteKit peuvent être quand même malgré tout facilement compensés par l'utilisation de librairies externes. Et l'un des autres inconvénients, c'est que c'est aussi en constante évolution. Je vous ai expliqué tout à l'heure que sur la première version de la présentation, on était sur la bêta et le système de routine était très différent de ce que je vous ai montré. Et quand j'ai voulu reprendre pour dresser cette présentation, ça a fait un petit peu mal quand même de devoir tout adapter. C'était un petit peu... c'était pas très compliqué en soi, mais sur le coup, c'était une mauvaise surprise. Alors maintenant, on est en 1.0. On est sur une version stable, donc on risque quand même d'avoir moins souvent ce genre de surprise. Mais malgré tout, il y a un petit stress, en tout cas pour ma part, de stress post-trop. Je vais arrêter de parler. On est à la fin, heureusement, ne vous inquiétez pas. Et donc pour aller plus loin, je vous mets les liens des Pogit. On essaiera de vous transmettre si ça vous intéresse les slides, comme ça vous aurez tous les liens. Et puis, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la documentation autour de Svelte et SvelteKit est quand même abondante maintenant. De plus en plus d'articles, je sais que j'en ai régulièrement, moi, dans ma veille. Mais n'hésitez pas surtout à aller voir les sites officiels qui, comme je le disais tout à l'heure, sont vraiment très bien faits. Il y a de la documentation, il y a des tutoriels, il y a même maintenant une sorte de système de e-learning. Donc, je vous engage à commencer par là, si vous voulez vous lancer là-dedans. Je vous mets un petit peu de pub pour Ypon, et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, vas-y. Bonsoir. Je voulais savoir si côté serveur, du coup, est-ce que Svelte il arrive avec des outils un peu clés en main, des drivers vers du HTTP, vers du GraphQL, vers
vers des connecteurs externes ou c'est à toi de t'équiper Alors, je sais que tu peux utiliser des fonctions JS comme par exemple le fetch ou même t'équiper, comme tu dis, par exemple, si tu préfères utiliser Axios. Maintenant, si tu parles vraiment de capacité serveur, par exemple, base de données, Bah, ils auraient pu, mais j'imagine que non. Mais est-ce que, par exemple, ils incluent un truc vers du HTTP ou c'est à toi de dire, bon, bah, c'est moi qui utilise Axios, c'est compris dans le SvelteKit? non, si tu n'utilises pas en fait, si tu n'utilises pas des éléments du JS Vanilla, ouais, c'est à toi de t'équiper. Ok. Pas d'autres questions? Ah, tu fais passer le micro, s'il te plaît. Ouais, moi ma question elle est plus sur si tu peux détailler un peu plus ton ressenti, surtout en tant que développeur serveur, euh, sur l'usage du framework Svelte et SvelteKit, comment par rapport à Angular ou peut-être à d'autres choses sur du front-end. Qu'est-ce que toi, en tant que développeur back, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était sympa? Alors, en tant que développeur back, comme je l'ai expliqué, moi j'ai plus pratiqué du Angular. J'ai été étonné, j'ai tout de suite adoré Angular et j'ai été étonné quand je voyais notamment les State of JS que Angular avait finalement une assez mauvaise réputation dans le domaine du web. Et mon analyse par rapport à ça, c'est que finalement Angular, c'est un framework web pour des gens qui font du back. C'est-à-dire qu'on retrouve finalement, comme en Java, on va avoir un peu de configuration, on va avoir surtout en Spring. En fait, ça ressemble beaucoup finalement à du Spring. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pratiquer l'un ou l'autre, mais ça ressemble pas mal. Donc, quand on est développeur Java et qu'on vient dans le monde qu'on vient dans du Angular, on n'est pas perdu. Maintenant, SvelteKit et Svelte, quand j'y suis arrivé, moi, ça m'a plu tout de suite. Je vous le disais parce que ça ressemblait à du Vanilla, parce que j'avais quand même un historique de développeur web. J'ai commencé il y a longtemps maintenant, on ne va pas en parler, on va mettre ça sur le côté, mais en faisant du PHP avec des trucs dégueulasses, soyons honnêtes, mais en tout cas en utilisant justement ce qu'on voyait tout à l'heure quasiment avec une balise script, un style et puis du HTML. Donc de ce côté-là, effectivement, ça m'a bien plu. Mais du coup, on est moins guidé quand même, enfin, on est moins contraint que pour du Angular. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, à un moment, en début de présentation, je vous disais, attention, ça va peut-être vous faire saigner les yeux, parce que si on n'a pas les... comment dire... l'habitude finalement de faire du front moderne, c'est-à-dire par exemple l'utilisation de Promise, l'utilisation de tout ce qui a été apporté par les dernières évolutions de JavaScript, on ne va pas forcément penser à les utiliser. Et SvelteKit, Svelte, vu qu'il est vu que tu es moins guidé que Angular qui utilise notamment le CNG RxJS pour les observables, sur le coup, quand j'ai dû utiliser des promesses, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas ça. Donc, pour résumer, en tant que développeur Java, effectivement, on peut être un peu perdu au départ, de ne pas utiliser en tout cas cet outil au maximum de ses capacités. Une dernière question, si jamais personne n'en a d'autres. Est-ce que chez Ypon, vous allez faire du Svelte? Alors, j'aimerais bien. Maintenant, on a une problématique, c'est qu'on peut proposer du Svelte, mais il faut que les clients le demandent. Disons que... Alors, on n'a pas pour l'instant lancé vraiment, en tout cas pas à ma connaissance, de projet pour développer Svelte ou SvelteKit dans l'offre commerciale. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, la demande n'est pas non plus forcément là. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas. Un commercial saurait peut-être mieux vous répondre que moi sur ce sujet-là. Mais j'aimerais bien. Je pense qu'on a de plus en plus de personnes qui commencent à s'y intéresser. Je sais que tu avais fait une conférence sur VDXIO.
Et il y avait plusieurs consultants Python qui étaient venus la voir et qui avaient été justement émerveillés par Svelte. Donc il faudrait qu'on essaie de trouver effectivement une sorte de plan pour au moins faire connaître ça par les différents consultants Python et ensuite trouver un moyen de développer ça auprès de la clientèle. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a rien de prévu. Peut-être qu'une solution, ce serait par exemple de proposer Svelte Kit dans Gitster. Mais à ma connaissance, il n'y a rien de prévu. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là. Merci.